C'est tout bon. Super. Alors, merci à tous pour votre présence à cette seconde édition du webinaire Tout savoir sur le service civique en milieu rural. Moi, je suis Clémentine Laurent, je suis animatrice du réseau rural à la région Grand Est et je serai l'animatrice de ce webinaire aujourd'hui. Et virtuellement à mes côtés, pour vous parler du service civique en milieu rural, se trouve Benoît Lepage, qui est référent du service civique pour le Grand Est et conseiller d'éducation populaire et de jeunesse à la DRAGES, la délégation régionale académique à la jeunesse, à l'engagement et au sport, de Céline Armspach et Gilles Richard, tous les deux chargés de mission au sein de la direction de la jeunesse, du sport et de l'engagement à la région Grand Est, de Madame Sylvie Baudot, maire de la commune de Cohon, en Haute-Marne, de Martin, qui est un volontaire auprès de Madame Baudot, et enfin Louise Blum, qui sera maître du temps et en backstage, et qui se trouve être ma binôme, puisqu'elle est aussi animatrice du réseau rural Grand Est. Je fais juste une petite digression pour expliquer en quelques mots ce qu'est le réseau rural. Je vais être très rapide. C'est pas forcément très connu. Donc c'est un réseau chargé de mettre en liaison les acteurs du monde rural, de favoriser la coopération entre eux et de mettre en lumière leurs projets. Donc on existe à 3 niveaux, régional, il y en a un par région française, national, avec le réseau rural français, animé par le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, l'Agence nationale de cohésion des territoires et Régions de France, et enfin au niveau européen, avec l'ENRD, l'European Network for Rural Development. Donc, vous pouvez découvrir toutes nos actions sur notre site internet, dont le lien se trouve dans le chat et en vidéo sur notre chaîne YouTube. Donc, je vous propose, comme on est une dizaine à peu près de 10-15, de faire un petit tour de table, de vous présenter rapidement, voilà, nom, prénom, la fonction et ce que vous attendez un petit peu de ce webinaire. Ce que je vous propose de faire, c'est de passer la parole au fur et à mesure. Donc, moi, je vais ouvrir en demandant à Madame Marie-Laure Alain. Bonjour, je suis directrice cohésion sociale et petite enfance pour la communauté d'agglomération d'Épinal. Vous passez la parole? Oui. Vous n'avez pas indiqué à qui vous souhaitez passer la parole. Ah, alors je passe la parole, mais après je vois pas bien sur les... Je vois que des F6, FF... Ah, vous pouvez cliquer peut-être sur participants, ça vous permettra de voir. Oui, ça y est. Donc il y a quelqu'un des Vosges, je vais passer la parole à Monsieur Favard, du coup. Oui, bonjour, donc Francis Savard, chef de projet politique sociale à la communauté de communes de la Porte des Vosges méridionale, donc le sud des Vosges, là où il fait beau. Et donc c'est une collectivité qui regroupe 10 communes, hein, qui est assez dense, mais avec des communes donc, qui sont au milieu très rural. Voilà. La parole à la suivante ou suivant. Vous Merci. pouvez désigner dans la liste qui vous voulez. Alors... Je vois un peu Aline Fournier. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, donc Aline Fournier, je suis conseillère d'éducation populaire et de jeunesse en Haute-Marne à la SDJES. Et donc, je passe la parole à Louise, non, là j'ai vu, Claude Cocher. Oui, bonjour. Je suis DGA à la Comcom Anneau-la-Petite-Pierre, hein, donc dans le Bas-Rhin. Et donc, je viens effectivement découvrir ce que c'est au juste ce type de service civique. On avait déjà un service civique classique, on va dire, qui est arrivé à échéance en 2021. Donc voilà, c'est pour en savoir un peu plus, hein, découvrir un petit peu ce principe. Voilà, et du coup, je passe la parole à Gilles Reicher. Alors, Gilles est intervenant, donc on va peut-être passer la parole à un participant. Du coup, je me permets, Madame Hollon. Pas de souci. Si Madame Hollon et Élodie Hollon est parmi nous. Alors, peut-être qu'il y a un souci de... Votre micro est fermé. Elle indiquait effectivement dans le chat qu'effectivement, elle n'avait pas de micro.
Alors, c'était mon jour de chance. Alors, Madame Gillot? Oui, bonjour. Attendez, je pense que je peux ouvrir ma caméra également. Annick Gillot, je suis dans la Meuse et référente départementale du service civique et plus largement de l'engagement au service départemental jeunesse engagement sport de la Meuse. Bonjour Annick. Bonjour à tous et bonjour Benoît. Eh ben, tu peux passer le relais, Annick, à un des participants. Alors, je ne sais pas, j'ai vu Madame Florimond. Du centre social Kergomar. Bon, il y a peut-être aussi un problème de micro. Oui, et la connexion est un peu longue, donc du coup, je me représente, Isabelle Florimond, référente de pôle au centre social Kergomar à Verdun. Ce que j'attends de la réunion, c'est d'en savoir beaucoup plus sur ce service civique. Merci. Et donc, du coup, je vais passer la parole à qui c'est qui n'a pas parlé encore. Communauté de communes, je vois là, c'est quoi, c'est Argonne, je pense? Oui, c'est la communauté de communes de l'Argonne champenoise. Bonjour à tous. Alors, je vais essayer de faire ça. Voilà. Communauté de communes de l'Argonne champenoise, donc c'est Sainte-Ménéhould dans la Marne et 60 communes autour de Sainte-Ménéhould. Que vous dire d'autre? Que je suis donc Lorraine Godon, je suis conseillère en insertion professionnelle et je suis en poste à la Maison France Service à Sainte-Menou, qui a comme effectivement support administratif la communauté de communes. Et donc, dans ce cadre-là, avec la ville de Sainte-Menou, nous accueillons depuis une dizaine d'années des jeunes en service civique. Donc, on va fêter d'ailleurs les 10 ans cette année de l'accueil de ces jeunes en service civique. Donc, l'idée, c'est d'échanger avec vous et c'est toujours intéressant de voir un petit peu quelle approche on peut avoir du service civique et comment on peut la renouveler, peut-être aussi dans l'accompagnement, dans la dynamique, enfin, dans tout ça. Voilà. Alors, je sais comme vous, tout à l'heure, je ne sais plus qui a parlé et qui n'a pas parlé. Alors, il doit nous rester peut-être, si je regarde un peu, la communauté de Sainte-Croix-en-Plaine. Je ne sais pas si Madame Magnaldi est là, connectée. Je n'ai pas l'impression. Madame Baudot, Sylvie, je sais, est arrivée parmi nous aussi. Oui, bonjour à tous. Vous m'entendez? Bonjour. Bonjour. Une petite présentation, si vous voulez bien, de Oui, donc je suis maire d'une commune en Haute-Marne qui s'appelle Cons. J'appartiens aussi à une communauté de communes et dans le cadre de notre projet, je dirais, touristique, économique et social de développement des jardins suspendus de Cons, qui sont donc jardins remarquables, nous avons accueilli depuis, je dirais, au moins 8 ans, des services civiques au sein de notre commune. Et ces jeunes, on en a eu, je crois, 8 ou 9 depuis ce temps, ont permis l'accueil, l'aménagement, la dynamique qui est liée donc à tout ce qui est visite patrimoniale et entretien autour de la permaculture et tout ce qui est sensibilisation, développement de l'environnement auprès de classes, de groupes divers. Donc, ces jeunes sont un appui, je dirais, appréciés et en même temps, donc, nous avons le soin de les accueillir et de les faire progresser dans une attitude, je dirais, positive auprès de ces profils très différents. Ils peuvent être mineurs comme ils peuvent être majeurs. Voilà. Bon, je vous remercie. Et puis, de toute manière, Madame Baudot donc, interviendra dans la matinée pour présenter un petit peu les orientations qu'elle a pu développer avec les volontaires et sur sa commune.
On la remercie de son intervention pour ce matin. Je vois dans la liste que monsieur ou madame Galosio, alors je ne sais pas, je crois que ce n'est pas exprimé. Il y avait un petit souci de micro également ouais, tout à l'heure. Présenté dans le chat. Si ça vous arrive, n'hésitez pas à vous exprimer dans le chat en posant vos questions. On y répondra au fil du webinaire. Est-ce que quelqu'un n'a pas pris la parole et souhaite le faire pour se présenter avant que Benoît puisse débuter la présentation? Bonjour, je me présente, je suis Alexis Fougery, je suis référent départemental au niveau du Haut-Rhin. Voilà, en charge du service civique pour ce département. Merci Alexis, c'est vrai qu'on n'était pas passé par la case 68. Donc, merci d'avoir pu te présenter succinctement. Je propose de prendre la suite pour cette introduction. On va fonctionner un petit peu en entonnoir ce matin. Donc, je vais faire une présentation assez synthétique sur trois axes principaux. Je vais rappeler quelques fondamentaux sur le service civique, vous donner quelques illustrations plutôt chiffrées pour ce qui est du Grand Est, afin que vous puissiez avoir une idée aussi de ce programme sur notre territoire régional. Je finirai aussi par ouvrir sur quelques questions d'actualité et d'enjeux. Et en propos liminaire, je tenais aussi à remercier ce partenariat en fait avec le conseil régional. Il est un peu unique en France. Et donc, je suis très content de pouvoir poursuivre les projections d'action avec le conseil régional pour développer l'engagement, notamment en milieu rural. Rappeler également que l'appel à projet que nous lançons chaque année avec le conseil régional vient d'être lancé. Donc, Céline en détaillera les contenus plus tard dans la matinée. Et puis, entre chaque partie de cette matinée d'information, on laissera évidemment un temps pour que vous puissiez poser des questions. Je remercie aussi mes collègues, donc les référents départementaux qui sont là ce matin et qui pourront compléter mes propos et les élémenter dans les échanges que nous aurons. Bon, pour commencer, vous êtes logiquement des collectivités agréées, donc je ne vais pas passer trop de temps à rappeler les fondamentaux, mais ils sont quand même importants à repositionner avant de rentrer dans le détail de l'appel à projet. Donc, service civique, on parle bien d'un programme d'engagement donc qui est inscrit au Code du service national. C'est un programme qui est dédié aux jeunes de 16 à 25 ans. Ils peuvent avoir jusqu'à 30 ans s'ils sont porteurs d'un handicap. Ça permet à des jeunes de s'engager entre 6 mois minimum et 12 mois maximum sur une mission d'intérêt général qui sont adossées à 10 thématiques qui sont reconnues prioritaires pour la nation. J'en cite quelques-unes, la culture, le sport, l'environnement, la solidarité, l'environnement, la santé, l'éducation. Et puis récemment, la citoyenneté européenne est venue s'ajouter à ces thématiques et elle est intéressante à exploiter dans pas mal de dimensions. Le service civique, ça permet à des volontaires du coup, de percevoir une indemnité de 580 €. L'État prend en charge 473 € de cette indemnité et les organismes qui accueillent complètent cette indemnité donc d'un montant de 107,58 € exactement. Pendant leur service civique, les volontaires suivent 3 journées de formation, 2 journées de formation civique et citoyenne, dans lesquelles ils rencontrent d'autres volontaires et abordent des thématiques d'intérêt général pour aiguiser un petit peu leur regard sur le monde et la société. Et puis, il y a une journée qui est dédiée à une formation de premier secours qui leur est offerte également pendant leur parcours. Les organismes ont l'obligation de se former à la fonction de tutorat. Voilà, depuis 2017, il est obligatoire pour toutes les personnes qui accompagnent les volontaires de se former à cette fonction. Concernant les objectifs en fait, du service civique, ils peuvent être assez multiples, j'y reviendrai un peu plus tard, mais il s'agit principalement de faire le lien entre une volonté d'engagement d'un jeune et un projet d'intérêt général qui est porté par un organisme, et dans une vocation un peu générale qui est de faire société, si on peut employer les grands mots ce matin. Pour aller un peu plus en détail sur ce qu'est le service civique sur la région, on n'est pas loin, alors j'ai regardé les chiffres il y a 2 jours,
depuis le lancement du programme en 2010, sur la région, on a 49 968 jeunes exactement qui ont fait une mission. On peut dire qu'aujourd'hui, on aurait dépassé les 50 000 jeunes qui ont effectué un service civique dans la région Grand Est. Et puis, sur les années précédentes, donc 2020-2021, il y a eu quand même, je pense que c'est dû aussi à la pandémie, évidemment, une petite baisse en termes de volontaires inscrits sur ces 2 dernières années. Mais on va dire que depuis 2019, on est entre 6 500 et 7 000 volontaires par an qui effectuent une mission sur la région. Les thématiques qui sont généralement les plus investies, alors je parle bien d'investis parce que ce sont des thématiques qui sont proposées par les organismes et ce n'est pas les volontaires qui choisissent généralement ces thématiques-là, mais on va dire 3 grandes thématiques dominent, on va dire, l'investissement des jeunes. On a l'éducation pour tous, la solidarité et culture et loisirs. Sachant qu'éducation pour tous, petit aparté, mais l'éducation nationale étant un très grand terrain d'accueil depuis 2014, le volet éducation a forcément pris de l'ampleur dans les statistiques puisqu'elles sont labellisées comme telles dans l'éducation nationale. Les volontaires ont pour la plupart entre 19 et 21 ans. Ils représentent à peu près 50% des jeunes en mission sur la région. Les 22-24 sont aussi très présents avec un peu plus de 20%. Au niveau aussi des niveaux de formation des volontaires, on va dire qu'à peu près 45% ont un bac ou débuté des formations dans le supérieur et les ont abandonnées. Et puis, on a à peu près 15% qui ont un niveau supérieur entre Bac plus 3 et Bac plus 4. Donc, globalement, le service civique s'adresse à des jeunes ayant entamé des études dans le supérieur. Donc ça, c'est un peu pour le volet chiffré. Et puis, j'ai un petit peu creusé. Sur la région, on est à un peu plus de 7% des organismes d'accueil qui sont des collectivités territoriales. Donc, toutes confondues, que ce soit des départements, conseils régionaux, des pays, des communes, intercommunalités, ce qui est un peu plus que la moyenne nationale, qui elle, est à 6%. Sur l'ensemble de la France, 6% des organismes d'accueil sont des collectivités, ce qui effectivement a été un moteur pour ouvrir notre appel à projet aux collectivités cette année, parce qu'il nous semble important de pouvoir soutenir une augmentation en tout cas de cette part d'accueil dans les collectivités. Sachant que par an, on a à peu près 1000 à 1500 volontaires qui sont aussi mis à disposition dans des collectivités par des organismes tiers. Donc, ce sont souvent des associations qui ont un agrément et qui mettent à disposition des jeunes dans d'autres structures, y compris des collectivités. Et ça représente au niveau national entre 1000 et 1500 volontaires. Sur les actualités, on en a 2 grandes en ce moment sur le service civique, qui sont de nature très différente, mais le service civique, depuis 2 ans, a un programme un peu spécifique qui est dédié aux réfugiés et primo-arrivants. C'est un programme qui s'est lancé de manière assez humble, parce que c'est un public évidemment très spécifique, et les organismes qui se sont positionnés sur un appel à projet qui se conduit depuis 2 ans sont évidemment assez peu nombreux pour se mobiliser sur cette thématique et ces publics. Mais c'est un programme qui va logiquement s'ouvrir aux réfugiés ou primo-arrivants ukrainiens qui arrivent en masse dans beaucoup de pays européens. Il y a quelques jours, j'ai eu une réunion avec le ministère de l'Intérieur et donc ils sont en train de agencer juridiquement les choses pour que les jeunes qui soient éligibles puissent intégrer un service civique et que ça leur permette une expérience intéressante et une forme de stabilité dans la situation que sera la leur. Et puis sur une toute autre actualité, on a en prévision de 2024 et des Jeux Olympiques, Génération 2024, qui est aussi un grand programme de labellisation des missions sportives en préparation des JO. Donc ça, c'est au niveau des grandes actualités. Ensuite, je tenais aussi à ouvrir un peu la réflexion sur ce service civique qui, en fait, depuis sa création, connaît bien des objectifs et des vocations qui ne sont pas toujours très faciles à tisser, notamment depuis 2015 et les attentats qui ont lieu en France.
le service civique a eu un poids, et les collègues pourront aussi témoigner de ça, important évidemment en termes citoyens, puisqu'il s'agit beaucoup de rapprocher les jeunes de l'intérêt général et des valeurs qui sont portées par les structures éligibles au service civique, associations, collectivités, services de l'État. Donc il y a depuis 2015 énormément d'enjeux à rapprocher la jeunesse de l'intérêt général qui est porté concrètement dans les organismes et leur faire percevoir que ce sont des valeurs qui sont concrètement menées au quotidien par des services ou des associations engagées. Et puis, on a également un autre enjeu qui est celui de l'insertion, qui n'est pas évident à mener, puisqu'encore une fois, le service civique émarge au Code du service national. Donc, il ne s'agit pas de prendre le service civique comme un stage ou comme une période de professionnalisation, mais de ne pas perdre de vue qu'il participe à l'acquisition de compétences sociales qui sont aussi très importantes pour les jeunes. C'est aussi une occasion pour eux de découvrir des champs d'action qui pourraient conforter leur choix de formation, d'insertion. Et depuis Un jeune, une solution, vous en avez sûrement entendu parler dans vos services respectifs, mais on a également un poids du coup du service civique comme levier à l'insertion, ce qui n'est pas toujours facile à composer avec le volet citoyen. Donc des fois, le grand écart peut être un peu douloureux. Mais c'est vrai que ce sont deux mouvements qui sont à considérer sur ce programme. Donc voilà pour les grandes lignes de ma présentation que j'ai espéré assez synthétique. J'espère qu'elle n'a pas été trop rébarbative. Mais je suis ouvert à vos réflexions, remarques et aux questions sur ce que je viens d'énoncer. Et puis évidemment, mes collègues pourront compléter les propos. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je ne sais pas s'il y a des mains levées. Alors, il n'y a pas de main levée. Si vous souhaitez la lever, vous pouvez aller dans l'icône réaction et donc c'est la main qui est tout à droite. Et si vous préférez poser vos questions par le chat, n'hésitez pas. Pour le moment, pas de main levée et pas de questions dans le chat. Non. D'accord. Peut-être des compléments des collègues si vous sentez que je n'ai peut-être pas été suffisamment en détail sur certaines choses. N'hésitez pas. D'autant que, donc, je le disais en introduction, c'est la seconde saison de ce webinaire. Donc, on en a déjà fait un en 2020 et qui était plus large, qui était vraiment une présentation du service civique. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez retrouver Benoît et Céline dans ce webinaire d'il y a 1 an et demi à peu près, où vous saurons bien détailler le service civique en général et le service civique en milieu rural. Benoît, je pense que tu peux reprendre. Bon. Avant de laisser la parole du coup à Sylvie Baudot, peut-être rappeler aussi que les associations et les collectivités, il y a un fonctionnement qui diverge un petit peu, puisque les associations perçoivent une aide supplémentaire de l'État, perçoivent une subvention de 100 € par mois et par jeune qui est accueilli dans une association. Donc on valorise le temps de tutorat dans les associations et pas au niveau des institutions ni des collectivités. Donc c'est vrai que sur les freins, on va dire, au développement du service civique dans les collectivités, c'est quelque chose qui a été identifié comme d'autres critères. Donc, on a à la fois un critère sur les ressources humaines qui a été identifié dans les collectivités, puisque c'est vrai que accompagner un jeune 24 heures par semaine pour certaines communes, et notamment en ruralité, c'est pas évident. Le coût financier, effectivement, a été identifié. Pour autant, le levier d'investir des jeunes sur une politique locale et de donner de l'ampleur, on va dire, au service à la population. Souvent, c'est quand même Madame Baudot y reviendra, mais un système gagnant-gagnant. Et puis, Benoît, je te coupe. Il y a une question à l'oral, donc je laisse la parole à la communauté de communes Argonne champenoise. Oui, je reprenais les chiffres que vous avez donnés là, de 45% des jeunes qui ont un bac. Alors, on a une coupure, hein, j'espère que je ne vais pas, mais bon, que 45% des jeunes ont un bac et plus et 15% à un niveau même supérieur.
je me posais la question parce qu'effectivement, nous, sur Sainte-Menou, et nos 10 ans d'expérience, on a plutôt des jeunes qui ont un niveau infra-bac. Est-ce que ça voudrait dire que les jeunes qui n'ont pas de qualification ne sont pas intéressés par des gestes citoyens ou en tout cas une action d'engagement? Et enfin, je ne sais pas, ça m'interpelle un petit peu ces chiffres-là, effectivement. Alors, on a beaucoup de jeunes en milieu urbain, c'est peut-être plus facile, effectivement, pour eux, les jeunes diplômés, et plus de trouver des missions. C'est peut-être un peu plus compliqué en milieu rural, je ne sais pas. Mais c'est une interrogation que j'ai par rapport aux chiffres que vous avez amenés. Et puis peut-être aussi me dire quelles solutions on pourrait avoir pour plus mobiliser ces autres jeunes qui sont quand même nombreux, on le sait aussi, qui n'ont pas de qualification et qui sont à la recherche pour pas mal d'entre eux de projets professionnels. Or, on sait que le service civique, justement, ça permet de se révéler, ça permet éventuellement de découvrir des aspects qu'on aurait ignorés. C'est juste une interpellation. Alors, vous n'avez pas forcément de réponse, mais c'est juste, je voulais en faire part. Alors effectivement, je n'aurais pas une réponse, on va dire, pour éclaircir ça de manière très, très limpide. C'est une question d'ailleurs qui alimente beaucoup le réseau des référents services civiques, que ce soit dans le Grand Est, mais ailleurs en France. Vous posez effectivement la réalité du milieu urbain et rural, ça en est une, sur la typologie, on va dire, des jeunes. On va être aussi clair sur le fait qu'un jeune, avant ses 18 ans, avant en fait, généralement le bac et ses études supérieur, il est plutôt captif. Il est soit remobilisé parce qu'ils font partie des jeunes décrocheurs, etc., sur des systèmes d'alternance divers et variés, donc ça leur laisse moins de place, premièrement, à effectivement la réalisation d'un service civique. Vous avez déjà dû entendre parler de la garantie jeune, où c'est son pendant qui a été mis en place récemment. Mais on va dire que voilà, les moins de 18 ans sont souvent bien plus captifs sur des cases qui sont bien prévues et identifiées. On a également pour les structures d'accueil, on va dire un peu plus de fébrilité à accueillir des jeunes mineurs. Ça, c'est aussi une réalité parce que souvent, ils sont au contact de certains publics, adultes ou jeunes, donc il y a une forme d'attention à une différence d'âge. Et puis, ce qu'on a aussi remarqué, c'est qu'effectivement, le service civique vient plutôt comme une période sur une phase de rupture, on va dire, de jeunes qui, effectivement, post-bac, sont aussi orientés, et on l'a vu avec Parcoursup, mais avec un certain stress. Il faut qu'ils choisissent très vite leur orientation, qu'ils fassent leur choix, etc. Et la plupart, on va dire, des jeunes sur le service civique sont des jeunes qui, à un moment donné, se sont lancés dans un cursus, qui l'arrêtent parce qu'ils ne trouvent pas de sens ou pourquoi ils sont engagés sur une filière de formation X ou Y, et qui, du coup, utilisent le service civique comme période de remobilisation, de dire voilà, je prends le temps de revoir mes choix, d'identifier peut-être plus clairement vers quoi je pourrais aller, le service civique, et c'est vrai un outil intéressant à exploiter pour ça. Donc voilà à peu près la réflexion que je peux avoir aujourd'hui sur la typologie des jeunes et la manière dont ils se positionnent sur ce programme. Ce qui, effectivement, pour vous donner un ordre de comparaison, est assez différent de ce qui peut se passer en Allemagne, où ils ont également une forme de service civique chez eux, le service fédéral, qui est vraiment plutôt inscrit, eux, quasiment pour tous les jeunes. Post-bac, ils ont une année, ils sont plutôt sur 12 mois d'engagement, mais ils sont plutôt sur une phase transitoire limite entre l'adolescence et l'âge adulte. Il y a quelque chose de plus identifié là-dessus, alors que chez nous, on est plutôt sur des jeunes, entre guillemets, décrocheurs post-bac qui vont réinterroger leur parcours avec ce service civique. Monsieur Fadar, une question également? Ce n'était pas vraiment une question, mais plutôt une remarque, alors qui est basée sur à la fois l'observation et l'expérience. La première chose, je pense, pour répondre à ce qu'on vient de dire, il y a une forme de défaut originel qui a été fait au moment de la création du service civique. Entre guillemets, ça a été vendu comme étant des missions quasiment de prestige, qui s'adressaient avant tout à des gens à Bac+5, qui allaient mener, par exemple, un travail sur l'histoire du village ou ce genre de choses. Donc, on avait beaucoup d'ambition à ce niveau-là, au détriment, effectivement, et là, je reviens sur l'Allemagne que je connais plutôt bien. Effectivement, en Allemagne, il y a une chose qu'on a admis très, très rapidement, c'est qu'on a besoin de ce qu'on appelle les petites mains
dans l'engagement citoyen. C'est les gens qui sont là le matin, qui mettent en place les tables, les chaises. C'est les gens qui sont discrets, mais qui sont plutôt efficaces, qui permettent, par exemple, à des clubs, à des collectivités de fonctionner dans le détail. Et ces missions-là ne sont pas forcément mises en avant. Et c'est pour ça aussi que les jeunes ont du mal à s'identifier, parce qu'elles sont moins prestigieuses que des missions qu'on met en avant dans le journal, par exemple, avec effectivement le presque doctorant qui fait un service civique ou ce genre de choses. Donc, je pense qu'il y a vraiment un travail à faire sur l'image du service civique, sur l'image des personnes qui sont en service civique. Et tout ça, ça passe. Et c'est une des grandes forces du service civique, justement, c'est de pouvoir travailler sur l'estime de soi avec des jeunes qui ne sont pas forcément très qualifiés. Merci. Merci pour ces questions et interventions. Benoît, si c'est bon pour toi, on va continuer avec le témoignage de Madame Baudot. Oui, c'est ce que j'allais proposer. Donc, à Sylvie Baudot de pouvoir un peu s'exprimer sur son projet, voilà, histoire de pouvoir aussi illustrer ce qui a pu être mené dans sa collectivité de Haute-Marne. Madame Baudot, je vous en prie. Oui, alors je pense qu'il faut faire assez court. Pourquoi le choix du service civique? Je dirais que c'est à plusieurs titres. Déjà, au niveau personnel, je suis mère de famille. J'ai eu des jeunes adolescents qui ont connu, je dirais, des périodes de stage et de recherche qui n'étaient pas forcément toujours évidentes. Et je me suis toujours dit que finalement, en tant qu'élue d'une certes petite commune, hein, nous sommes 230 habitants environ, nous avions toujours peut-être la possibilité justement de donner la chance à certains jeunes qui recherchaient je dirais des activités pour leur été. Souvent, c'est souvent le job d'été qui revient dans la tête des jeunes ou des parents. Et finalement, notre commune, comme je vous l'expliquais en introduction, ayant un projet de développement touristique autour de jardins remarquables, finalement, pouvait aussi jouer cette carte des services civiques en accueillant des jeunes. Donc là, voilà déjà des fondamentaux, je dirais, assez personnels qui finalement, c'est un petit peu le prolongement de mes jeunes qui avaient des difficultés à trouver des stages et qui finalement, ou des jobs d'été. Et finalement, c'est pour ça aussi qu'en tant qu'élue, je me suis dit, il faudrait aussi que chaque collectivité prenne sa part et propose ce type d'agrément et d'accueil pour la jeunesse, puisque finalement, en milieu rural, notre jeunesse, elle mérite, je dirais, cette attention et cet accompagnement et cet effort des élus. Alors, en tant que maire aussi, j'ai toujours été très sensible, je dirais, à la solidarité et à l'ouverture d'un village sur des dispositifs d'État, hein, qu'ils soient nationaux, régionaux ou départementaux. Pour tout vous dire, on accueille dans ces jardins aussi une équipe de chantier d'insertion autour de la pierre sèche, puisque nous avons énormément de murs, de soutènements ou d'enceintes à remonter et qui ont plusieurs siècles. Donc, je trouvais que c'était le complément aussi idéal d'avoir ce lien entre des équipes, je dirais, très hétéroclites d'insertion, hein, qui viennent de différents milieux, horizons, générations, puisqu'on a aussi des personnes qui viennent en réfugiés ou des travailleurs de CADA. Donc, je trouvais que c'était vraiment une richesse humaine que de faire rencontrer des jeunes qui, comme vous le disiez, je dirais, c'est très intéressant au niveau des profils des jeunes qu'on puisse recruter. Nous, c'est souvent tout de même des jeunes qui peuvent être aussi mineurs, qui n'ont pas forcément le bac, donc. Et puis aussi, on a aussi d'autres jeunes qui sont plus âgés. On a déjà eu aussi jusqu'à des masters. Mais la diversité des profils, je dirais, entre les mineurs et les majeurs, leur niveau d'études aussi, qui peut être complètement différent entre des jeunes personnes, par exemple, qui sont en CAP, hein, et d'autres qui sont à des niveaux nettement plus élevés, fait que quel que soit leur niveau d'études, je pense que leur ouverture au monde passe aussi par, je dirais, la découverte d'autres structures. Et nous, le fait qu'on accueille justement durant tous les étés cette équipe d'insertion faisait qu'il y avait je dirais, une ouverture d'esprit, des échanges, puisque nos jeunes
vont aussi parfois prêter la main ou apprendre un petit peu ce que c'est justement la technique de la pierre sèche. Et il y a des échanges automatiquement qui se font avec ces salariés en insertion et leur encadrant. Et puis aussi, on a la chance d'avoir sur ces jardins une association locale qui apporte énormément en complément d'une commune, je veux dire, qui a un petit budget. Donc, elle apporte aussi toute sa, je dirais, son énergie, son dynamisme, ses idées aussi. Et ce qui fait que bien souvent, nos jeunes sont en lien direct avec ces bénévoles qui assurent aussi l'accueil, l'entretien, l'aménagement et l'animation. Donc, on se trouve confronté à des bénévoles qui bien souvent sont des jeunes retraités parce qu'il ne faut pas se cacher dans une association. Les actifs ont souvent moins de temps à donner, moins souvent. Et l'entretien d'un jardin et son animation demandent énormément d'énergie et je dirais, de constance. Donc, souvent, dans les équipes de bénévoles de l'association, on retrouve des jeunes retraités qui sont déjà, je dirais, souvent grands-parents aussi. Donc, on retrouve un lien qui est un petit peu différent de celui du chantier d'insertion, où là, on a plus donc de l'accompagnement et de la bienveillance d'une personne un peu plus âgée. Donc, on a une différence de génération. Et souvent, la confrontation aussi des différences de génération est très enrichissante, puisque pour nous, ça nous permet aussi souvent d'avoir des idées nouvelles, d'être un petit peu boostés et d'éviter de nous endormir sur nos acquis et nos certitudes. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est très, très bénéfique et qui permet donc au niveau intergénérationnel, par ce biais des services civiques, de doper, je dirais, des projets locaux entre donc les différentes parties prenantes. Donc, ce service civique que nous pratiquons depuis presque, je crois, 9 ans maintenant, c'est vraiment, comme vous le disiez, Monsieur Lepage, un dispositif gagnant-gagnant, à la fois pour nos jeunes, qui, je le pense, enfin, on aura certainement un témoignage de l'un d'entre eux ensuite, permettent par ce dispositif d'arriver avec beaucoup de questions. Ils se demandent un petit peu parfois quelles vont être leurs tâches différentes. Donc, on essaie de les accompagner progressivement, de les faire évoluer, de leur donner confiance et puis ensuite de leur permettre une certaine autonomie pour que justement eux-mêmes, ils découvrent et qu'ils aient envie de faire, que ce soit, je dirais, dans la connaissance de la permaculture ou du jardinage, puisqu'on a aussi un jardinier qui s'investit beaucoup auprès de l'accueil de ces jeunes volontaires. Et ça leur ouvre je dirais, des horizons, des portes sur la découverte de l'environnement et de la nature, qui est quand même très intéressante parce qu'on s'aperçoit souvent que finalement, à la maison, ils n'ont pas forcément ni la possibilité, ni l'envie peut-être de mettre la main à la tâche dans des tâches, je dirais, un petit peu plus basiques, que ce soit bêcher, nettoyer, cueillir les petits fruits, faire des confitures, comprendre comment fonctionnent des ruches pour avoir du miel à vendre à la boutique des jardins suspendus. Vous voyez, donc c'est très, très divers. Donc, ça les confronte directement à des activités, je dirais, de transformation et des produits qui sont issus de ces jardins. Et derrière, ils ont aussi tout un volet pédagogique à décliner à l'accueil déjà. Et puis ensuite, quand on a des groupes, que ce soit des scolaires ou des adultes, là aussi, ils peuvent aussi apporter et écouter aussi. Au départ, ils écoutent beaucoup. Ils peuvent aussi apporter leur propre contribution dans ces accueils. Donc, ces services civiques, pour nous, c'est vraiment une richesse. Ça nous a aussi beaucoup apporté je dirais, d'ouverture, d'idées neuves aussi, parce que des fois, ils nous ont aussi boosté un petit peu, que ce soit, je ne sais pas, des choses toutes simples. Il y en a qui aiment la musique, ils nous ont mis un peu de musique à l'accueil. Moi, je trouve ça très, très bien. Ils nous ont fait des beaux dessins aussi, genre manga. Enfin bon, ça décoiffe et ça fait du bien. Et puis, notre collectivité, écoutez, elle s'en trouve, je dirais aussi plus reconnue parce que quelque part, ces jeunes en parlent autour d'eux. Je pense que c'est aussi des excellents ambassadeurs des services civiques eux-mêmes. Et c'est bien souvent par leur intermédiaire d'anciens services civiques
qu'on a pu avoir justement des jeunes qui sont présentés à nous et qui, par le biais des témoignages des anciens volontaires, ont pu aussi eux-mêmes postuler et être chez nous de manière pérenne. On a eu un seul échec, je dirais, d'abandon en cours de mission pour quelqu'un qui n'était peut-être pas forcément fait pour ce dispositif. Après, ça peut arriver, hein, mais je ne pense pas que… Enfin, je pense qu'on a, même s'il est resté que quelques mois, on a joué notre rôle auprès de lui et ça l'a peut-être aidé à mieux réfléchir à son orientation future. Et puis, bien souvent, comme vous le disiez, on a aussi des jeunes qui peuvent parfois être en rupture scolaire, je dirais en questionnement personnel, un petit peu seul à la maison, en se cherchant, en n'ayant pas forcément une année scolaire où ils ont arrêté en cours d'année. Et finalement, les missions de service civique leur permettent de reprendre confiance, de reprendre pied dans leur quotidien et surtout de se sentir utile. Et je pense que ça, c'est aussi très important qu'on puisse les aider dans ces types de questionnements et d'orientation personnelle. Parce que derrière, quand on voit, nous, on a eu un exemple d'un jeune qui était vraiment en rupture scolaire, qui avait un bon niveau puisqu'il sortait d'un BTS, mais qui finalement n'a pas trouvé la suite et qui aujourd'hui donc va décrocher des diplômes supérieurs, travaille dans le monde culturel et finalement on en est très fiers parce que même lui, il est aujourd'hui, il est toujours en contact avec nous et c'était un de nos premiers volontaires et ce jeune donc aujourd'hui est toujours, je dirais, en lien. Donc quelque part, on a eu des très bonnes expériences et je peux vous dire que même si parfois je déplore que le côté un peu administratif, à la fois de la mise en œuvre des services civiques au départ, on a quand même payé un peu des plâtres, des difficultés à avoir un dossier d'agrément. On a eu aussi des difficultés puisqu'on était dans les premiers à renouveler les agréments, donc c'était très compliqué aussi. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'efforts de fait au niveau administratif et suivi. Je trouve que c'est un peu plus simple, un peu plus facile. Et derrière, je souhaite qu'une chose, c'est qu'il y ait davantage de collectivités qui puissent, disons, trouver vraiment enfin, pas du bonheur, mais d'avoir cette envie de proposer ce type de mission à des jeunes, à la jeunesse, parce que derrière, c'est quelque chose, vraiment, c'est une excellente expérience. Et puis, c'est vraiment le côté humain qui prime. Donc, cette voie, pour moi, est vraiment à recommander au plus grand nombre, au point que nous avons même aménagé un studio qui, lui, est communal et qui permet justement à des jeunes qui sont éloignés de chez eux de pouvoir postuler chez nous, puisque souvent, je trouve qu'il y a deux freins au recrutement. Il y a à la fois la mobilité, qui est ça essentiel aussi, et souvent aussi le logement. Les deux sont intimement liés. Donc, quand vous avez résolu soit l'un, soit l'autre, ou soit les deux, quand c'est merveilleux, vous avez quand même davantage de, je dirais, de chances d'être retenu et vu par les jeunes. Et justement, nous, ce studio, il nous rend grand service quand on a des jeunes qui sont un petit peu éloignés de chez nous, parce ça peut arriver en milieu rural et c'est souvent le cas. Ça leur permet d'être justement autonomes la semaine, de rester dans ce logement qui leur est offert, hein, de toute façon, et mis à disposition, et d'avoir aussi leur premier pas d'indépendance, un peu loin des parents, mais tranquillement, sereinement. Les parents, ça les rassure aussi. Et quand ils ont 16 ou 17 ans, d'avoir justement un pied-à-terre qui leur permet d'être plus autonomes. Alors, au niveau de la mobilité, écoutez, ce n'est pas toujours évident non plus. Des fois, parfois, on leur propose de venir à vélo quand ce n'est pas très loin. On a aussi un système, nous, de lignes solidaires au niveau du Pays de Langres, où on peut rabattre depuis Langres des jeunes ou les personnes en insertion sur le village de Cons, puisqu'on est chantier d'insertion. Donc, certains l'ont déjà utilisé, c'est du transport à la demande. Donc, ça aussi, ça peut fonctionner et venir en complément. On a lancé aussi une plateforme de covoiturage au niveau justement du Pays de Langres. Et là aussi, on a aussi la possibilité, pourquoi pas, avec cette plateforme de covoiturage, de permettre à des jeunes de venir aussi plus facilement sur notre lieu de service civique.
Donc, voilà un petit peu notre vision des choses à une très petite échelle rurale qui, je trouve, a fait ses preuves et qui a permis à un certain nombre de jeunes, je l'espère en tout cas, et j'ai encore des témoignages récents à ce sujet, de vraiment grandir, de prendre de l'assurance. Et j'espère en tout cas leur avoir donné certaines clés pour le monde des adultes. Et je pense qu'on est fait pour ça et que le service civique est un excellent tremplin. Voilà. Bah, écoutez, un grand merci pour votre témoignage. Avant peut-être de passer aux questions, etc., s'il y en a, vous évoquiez le témoignage d'un volontaire, mais on ne sait pas s'il a pu se connecter ce matin. Donc Alors, je ne sais pas. La deuxième volontaire, c'est un peu dommage. Je l'ai relancée hier soir. Elle m'a dit que ses professeurs ne souhaitaient pas qu'elle avait cours et ne lui ont pas donné la permission. Donc, je trouve ça un peu dommage, mais peut-être que ses professeurs n'ont pas vu l'intérêt de son témoignage, peut-être. Hein. Donc, on a encore du travail à faire, vous voyez, hein, pour convaincre le monde de l'éducation, du service civique quand on a des jeunes en scolarité. Donc, vous voyez, ce n'est pas encore gagné partout, mais bon, on est peut-être là aussi pour faire avancer les choses auprès des enseignants. Mais par contre, je ne sais pas si notre deuxième jeune a pu se connecter parce que je n'ai pas eu de réponse hier soir. Donc, il m'avait dit qu'il ferait le maximum. Mais est-ce que vous l'avez en ligne? Non, je ne crois pas. Hein. Je ne vois pas de Martin dans les Ouais, moi participants. non plus, je n'en vois pas non plus. Donc, c'est dommage parce qu'il aurait pu vous… Mais Après, bon. peut-être que, après, alors même si ça aurait été préférable que ce soit lui qui puisse parler de son expérience, mais peut-être vous pouvez nous parler un petit peu de lui ou comment il s'est positionné sur cette mission, d'où il est arrivé et comment cette mission a un impact du coup dans son parcours. Oui, ben, il faut savoir que Martin, finalement, il est arrivé un peu par le biais de son frère, parce qu'on avait eu son frère l'année précédente en service civique. Donc, il n'était pas du tout dans cet esprit-là. Il n'avait pas forcément plus que ça écouté ce qu'avait fait son frère l'année précédente. Et puis un jour, son frère m'avait rappelé pour me dire que finalement, il était disponible pour venir nous aider sur un certain temps parce qu'il avait un petit laps de temps. Et puis, comme il avait beaucoup apprécié sa mission de service civique, il m'avait dit, si un jour tu as besoin de mes services pour quoi que ce soit, surtout, n'hésite pas. Et donc, on avait un accueil de groupe et je l'avais appelé au cas où s'il pouvait venir en renfort des bénévoles habituels. Et puis, son frère Martin était à côté de lui. Et je ne sais pas, ce jour-là, ça a dû un petit peu le questionner. Peut-être que le haut-parleur avait été mis. Et après, il m'a rappelé de lui-même en disant, mais au fait, ce qu'avait fait mon frère l'année dernière, c'était quand même super sympa. Moi, j'aimerais bien essayer aussi, quoi. Donc, vous voyez comme quoi, souvent, le témoignage ou les actions d'un frère ou d'un copain sont quand même assez essentielles dans la volonté d'embrayer sur un service civique. Donc, Martin est arrivé chez nous. Il a fait donc ses différentes missions, comme je vous le disais, d'accueil, d'entretien, d'animation auprès de différents publics dans ces jardins remarquables. Et puis, je pense qu'il a beaucoup appris puisqu'il n'avait jamais fait d'accueil. Je dirais, auparavant, il avait eu un job d'été dans un serveur il avait été serveur dans un restaurant. Et puis, mais sinon, il n'avait pas plus que ça fait de job d'été. Donc, c'était un petit peu ses premiers pas. Et ce qui était très intéressant, c'est que j'ai eu la chance d'avoir un binôme de jeunes en service civique. Une demoiselle donc, qui avait 17 ans, lui qui en avait 18, qui était fraîchement majeur. Et ils sont très, très bien entendus. Donc, avoir une bonne équipe, je dirais, de jeunes, ne pas avoir un jeune qui est seul, c'est quand même très important pour moi aussi. Il y a une émulation qui se crée entre eux et il y a une complicité aussi qui fait qu'ils sont très complémentaires les uns des autres et qu'il y a je dirais, une joie d'assurer ces missions. Donc, Martin comme Mélinda, puisqu'il s'agit de Mélinda, ont vraiment fait un excellent binôme durant toute la saison et durant leurs 7 mois de mission. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ils continuent d'échanger d'ailleurs entre eux. Et ils ont des profils complètement différents avec l'un d'entre eux qui est en famille, je dirais, traditionnelle, et l'autre jeune fille qui est en famille d'accueil. Et là aussi, on se rend compte que les jeunes en famille d'accueil, ben, on doit aussi, je dirais, c'est quelque chose d'important pour eux à trouver leur voie. Et hier, je faisais part un petit peu de
des complications que j'avais pu rencontrer avec cette jeune en famille d'accueil, puisque du coup, on se trouve confronté, comme elle est mineure, à une demande d'autorisation pour à la fois pouvoir faire cette mission, pouvoir avoir un compte bancaire, enfin, c'est des préalables indispensables au service civique. Et finalement, c'est très compliqué pour des jeunes qui sont en famille d'accueil d'avoir les autorisations parentales. Mais outre ça, je pense que c'était pour Martin comme pour Mélinda une excellente, je dirais, expérience estivale qui s'est complétée à l'automne, évidemment, et aussi au début de l'hiver. Et ils ont connu différentes tâches sur le terrain, aussi en bureau, puisqu'on a aussi du travail de statistiques, de travail de suivi aussi de préparation des saisons touristiques. Donc, ils ont vu un petit peu en quoi consistait de l'accueil touristique et patrimonial dans une petite commune. Et aujourd'hui, donc, ils ont aussi participé dernièrement à une formation de gestes premiers secours qui était dispensée dans la commune. Et puis, on a fait également le repas des seniors des plus de 60 ans il y a 15 jours. Et là aussi, la jeune fille est venue spontanément apporter son aide à ce repas des seniors et y a participé avec grand plaisir, alors qu'elle était entourée vraiment de têtes argentées. Donc, vous voyez comme quoi les liens intergénérationnels sont très importants dans ces services civiques et qu'eux-mêmes, ils sont à la recherche, je pense, de ces contacts différents avec un public complètement hétéroclite. Et c'est quand même une richesse pour eux aussi, une ouverture d'esprit qui, je pense, va les façonner pour leur monde d'adulte, quoi. Est-ce que du coup, vous savez si leur mission a eu un impact ou quel impact sur leur parcours? Est-ce que du coup, ça a conditionné éventuellement leur choix d'études? Ça a pu le confirmer? Peut-être que ça n'a pas eu d'incidence? Ben, déjà, pour l'un comme pour l'autre, ça leur a permis de financer leur code de la route et leur permis de conduire. Et ça, je pense que c'est important aussi pour leur autonomie, puisque eux-mêmes, ils m'ont dit, ben, ça nous permet justement d'économiser pour avoir ces moyens d'être autonome ensuite et d'avoir, pour nous en milieu rural, il faut savoir qu'on est quand même très dépendant du monde de la voiture et que lorsqu'on n'a pas de permis de conduire en milieu rural pour un jeune, c'est très compliqué de se déplacer. Donc, déjà, si on peut avancer avec eux sur la mobilité, qu'ils puissent se payer à la fois le permis et alors après, je ne vous parle pas de la voiture, hein, mais déjà, avoir déjà le précieux sésame du code de la route et du permis de conduire, on a déjà gagné là-dessus sur une autonomie à la mobilité. Pour leur étude, Martin continue, il est en deuxième année de licence en musique donc, et en cinéma aussi, puisqu'il s'est orienté vers Strasbourg. Je pense que ça l'a conforté dans son choix, même si ce n'était pas en lien direct et même si quand même, on a fait plusieurs séances de cinéma en plein air l'été dernier dans les jardins. Et je pense que ça aussi, ça l'a beaucoup intéressé parce qu'il a vu que le cinéma, ce n'est pas que des salles obscures et qu'on peut faire aussi du cinéma autrement en plein air. Donc ça aussi, c'était une bonne expérience pour lui. Et Mélinda, sa collègue, elle est repartie sur un complément de CAP petite enfance complémentaire à ce qu'elle a pu faire à ses études préalables dans le service à la personne. Donc là aussi, je pense que ça l'a confortée avec les accueils de groupe. Elle s'est beaucoup éclatée avec les petits de maternelle et les écoles. Donc, je pense que cette expérience l'a confortée dans son orientation professionnelle. Très bien. En tout cas, merci beaucoup pour tous ces éléments et pour l'énergie que vous mettez dans ces projets sur votre territoire. C'est très intéressant à entendre et du coup, je laisse la parole aux participants s'ils ont des questions, remarques, interrogations. Alors, il y a 2 mains levées, mais je pense que c'est les mains de précédentes questions. Ce sont les mêmes personnes. Oui, je pense que c'est ça. S'il n'y a pas de questions à l'oral ni ou sur le chat, on va pouvoir passer à Céline, qui va nous présenter l'appel à projet service civique en milieu rural. Avant, j'avais juste une toute petite question très rapidement, parce que je sais que vous devez partir, Madame Baudon.
d'où viennent géographiquement les volontaires que vous avez reçus? Est-ce qu'ils viennent plutôt de Champagne-Ardenne, de Haute-Marne, du Grand Est, de Bourgogne-Franche-Comté peut-être? Oui, c'est vrai que j'ai complètement oublié de vous en parler. On a essentiellement, je dirais, allez, à 80% des jeunes qui sont dans un rayon de 20 à 25 kilomètres. Donc, c'est vraiment des locaux, hein. Et puis, on a eu quelquefois aussi des jeunes qui étaient nettement plus éloignés, qui venaient, je dirais, qui avaient vu notre annonce sur la plateforme régionale. Je trouve que cette plateforme, elle a quand même le mérite d'exister et de pouvoir justement étendre un secteur géographique plus important. Et sachant que nous proposons un logement, on a déjà eu quelques bénévoles volontaires, des volontaires plutôt, qui étaient, je dirais, allez, à une cinquantaine, voire 100 kilomètres de chez nous. Et on en a eu un de Franche-Comté notamment, puisque nous, en limitrophe, on est en bout de la Bourgogne, enfin de la région Grand Est. On est vraiment à l'extrême limite, on est quasiment frontalier de la Bourgogne-Franche-Comté. Donc, il nous arrive parfois d'avoir des jeunes qui sont, disons, assez proches finalement de chez nous, même s'ils sont d'une autre région. Et ça aussi, ça peut faire la richesse pour les zones frontalières, d'avoir un recrutement qui puisse aller, je dirais, qui dépasse notre propre canton ou notre propre département. Très bien. Ben, merci pour cette réponse. Merci pour votre intervention. Malheureusement, donc Martin n'a pas pu être là, mais en 2020, nous avions pu avoir quelques témoignages également de jeunes en service civique. Donc, je vous mettrai le lien de leur interview dans le chat, comme ça vous pourrez voir d'autres témoignages. Et je laisse donc la parole à Céline. À toi, Céline. Oui, merci Clémentine, et j'en profite également pour à nouveau remercier Madame Baudot pour ce témoignage voilà, qui est très concret et qui montre toute la richesse du service civique et d'un accueil de volontaires en milieu rural. Donc voilà, si vous êtes présent aujourd'hui, c'est que vous êtes une collectivité rurale agréée au titre du service civique. Donc que vous avez l'expérience d'un accueil de volontaires en service civique, que vous souhaiteriez potentiellement réitérer l'expérience avec l'accueil de nouveaux volontaires et la création de nouvelles missions. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on vous propose, après cette présentation des enjeux et des fondamentaux du service civique, un focus sur le dispositif spécifique qui s'appelle le service civique en milieu rural. Alors pour le petit historique, évidemment le service civique reste un dispositif national d'État, mais depuis 2017, la région Grand Est, en lien avec l'État, dans ce fameux partenariat inédit dont parlait Benoît en tout début de webinaire, a choisi de soutenir la mise en place de missions de service civique sous l'angle de la ruralité, donc puisqu'on s'aperçoit qu'il y a encore aujourd'hui toujours moins de missions de service civique en milieu rural qu'en milieu urbain. Donc l'objectif, c'est de développer à la fois quantitativement et qualitativement les missions de service civique sur les territoires ruraux du Grand Est. Et pour ce faire, depuis 2017, la région et l'État lancent un appel à projet conjoint qui s'adressait depuis 2017 aux associations, et là c'est la nouveauté, mais j'aurai l'occasion de développer un petit peu plus tard, justement aux collectivités rurales depuis, à partir de cette année 2022. Donc par collectivité, on entend communes et intercommunalités rurales qui propose justement des missions de service civique en milieu rural. Alors, pour parler chiffres, depuis 2017, ce dispositif a permis de soutenir la mise en place de plus de 500 missions qui ont été justement portées par 30 partenaires et qui ont couvert l'ensemble des 10 territoires du Grand Est. Alors évidemment, certains sont un petit peu plus ruraux que d'autres, mais on a pu soutenir la mise en place et la création de missions de service civique sur l'ensemble de ces territoires.
Donc on peut passer à la slide suivante. Donc cette année, donc l'appel à projet couvre, j'allais dire 2 années, mais parce qu'on se positionne en fonction d'une année scolaire, étant donné que les recrutements ont plutôt lieu à la rentrée septembre, octobre et jusqu'à la mi-année. C'est pour ça que notre dispositif à chaque fois est à cheval sur 2 années. Donc celui de l'édition 2022-2023, comme l'a dit Benoît en tout début de webinaire, a été lancé hier. Donc ça me permettra de mettre à la fin de la présentation le lien du site de la région Grand Est où sont disponibles toutes les informations que je vais déjà vous présenter à l'oral. Et bien sûr, en tant que structure, en tant que collectivité agréée au titre du service civique, vous aurez également cet appel à projet dans la semaine dans votre boîte mail. Où vous pourrez retrouver toutes ces informations. Donc, comme je le disais, les structures d'accueil de volontaires en service civique éligibles au titre de ce dispositif sont les associations, mais aussi, à partir de cette année, les communes et intercommunalités rurales. Donc, en termes de territoire éligible, nous, on se base dans l'appel à projet sur la classification des territoires qui est réalisée par l'ANCT. Donc, je vous ai mis une petite capture d'écran des communes à dominante rurale ainsi que des intercommunalités à dominante rurale du Grand Est. Ce sont des captures d'écran, mais sur le lien qui est disponible dans l'appel à projet, la collectivité intéressée par ce dispositif peut faire une recherche territoire en mettant le nom de sa commune ou le nom de son intercommunalité pour vérifier son éligibilité. Donc, c'est une carte interactive assez facile de prise en main. Et dont le lien est, comme je le disais, disponible dans l'appel à projet. Donc voilà, très, très synthétiquement, pour les structures et les territoires éligibles à ce dispositif, en termes de critères de sélection, eh bien tout simplement, nous souhaitons soutenir les projets qui s'inscrivent, qui respectent les fondamentaux du service civique. Alors Benoît les a déjà très largement évoqués tout à l'heure, donc je vais être assez synthétique dessus. Donc bien sûr, la mise en place de missions de 6 à 12 mois en milieu rural, puisque c'est la spécificité de cet appel à projet, qui s'inscrit dans un des domaines prioritaires reconnus comme prioritaires par l'Agence du service civique. C'est vrai qu'on n'a pas dans cet appel à projet de volonté de privilégier une thématique par rapport à l'autre. C'est vraiment l'objectif de favoriser la multiplicité des missions différentes et des expériences différentes sur le territoire pour les jeunes. Et on laisse aussi également la possibilité au projet d'accueil de proposer et potentiellement être soutenu pour cela, ce qu'on appelle un service civique initiative. Donc cette fois-ci, ce n'est pas une mission qui est déjà en totalité construite en amont du recrutement du volontaire, mais c'est une mission qui se co-construit avec le ou les jeunes accueillis par cette mission. Donc c'est aussi une possibilité de mission qui peut être mise en place et que ce dispositif peut soutenir. Bien évidemment, la mission ne doit pas être un emploi déguisé et doit avoir une dimension projet. Et on fait également très attention dans le cadre de ce dispositif à l'accompagnement qui est proposé aux volontaires. Que ce soit pour le bon déroulement de leur mission pendant toute la durée de cette mission et aussi pour la préparation des volontaires à la sortie de mission, donc la construction, l'appui et l'accompagnement à la construction de leur projet d'avenir. Donc voilà, ça c'est vraiment les fondamentaux du service civique qui sont obligatoires et que l'on regarde en priorité dans le cadre de ce dispositif pour pouvoir proposer un soutien aux structures, donc associations ou collectivités qui se portent candidates.
On accorde aussi une certaine attention à d'autres critères qui sont, j'allais dire, facultatifs, mais qui peuvent, sans vous le cacher, faire pencher la balance pour un projet plutôt qu'un autre. Donc, vous l'avez à l'écran, on en parlait tout à l'heure, Madame Baudot l'expliquait très bien. C'est vrai que ce qui peut représenter, et là, ça nous vient du terrain, hein, donc c'est une réalité, un frein à l'engagement des jeunes en milieu rural, c'est bien sûr la mobilité et le logement. Donc c'est vrai qu'on fait attention dans les dossiers qui nous sont présentés aux projets qui mettent en place des solutions logistiques pour pallier ces difficultés en termes de mobilité et de logement. Alors, on a mis quelques exemples dans l'appel à projet, mais c'est vraiment l'objectif de pouvoir soutenir aussi des solutions sur mesure, puisqu'à chaque territoire, ça a ses particularités en termes notamment de mobilité. Voilà, donc par exemple, sur la mobilité, ça peut être l'achat d'un pool de vélos pour que les volontaires puissent les utiliser pour aller d'un endroit à l'autre dans le ou les villages dans lesquels ils mènent leur mission, l'achat d'un véhicule également, la prise en charge partielle ou totale des frais kilométriques si le volontaire utilise son véhicule personnel, la prise en charge des titres de transport aussi. Enfin, c'est vraiment assez large et c'est le sur-mesure qui est intéressant de soutenir. Et en termes de logement, pour donner quelques exemples, alors tout à l'heure, Madame Baudot illustrait ça très bien, puisque à la mairie de Caen, donc il y a une mise à disposition d'un logement avec le volontaire qui peut y être hébergé. Ça peut être aussi favoriser la colocation entre volontaires. On a aussi de la colocation intergénérationnelle qui peut être faite. Donc, toute une multitude de solutions qui visent à faciliter en fait le quotidien des volontaires dans leur mission de service civique en milieu rural. On est également sensible au fait que les projets d'accueil puissent proposer une certaine mixité dans leur recrutement, puisque là aussi, dans le témoignage de Madame Baudot, on le voyait, hein, c'est une richesse supplémentaire en plus de la mission pour les jeunes d'avoir à leur côté d'autres volontaires ou alors un binôme qui a un profil différent. C'est vrai que ça rajoute de la richesse à l'expérience. Donc, que ce soit le recrutement de jeunes plutôt issus de milieux rural ou alors européens, internationaux, il peut y avoir aussi quelque chose de très intéressant au niveau linguistique. Et on a la chance d'être une région transfrontalière. Donc, voilà, il y a des choses aussi à faire avec nos voisins et peut-être que certains d'entre vous peuvent aussi accueillir ou le souhaitent accueillir des volontaires allemands ou d'une autre nationalité. Et donc, voilà, ces équipes mixtes, en tout cas, sont valorisées. Alors, évidemment, on est aussi conscient de la réalité des recrutements. Voilà, c'est vrai comme on le disait au début, on observe depuis le début de la pandémie une petite baisse de candidatures. Donc voilà, dans la mesure du possible, c'est vrai que cette mixité dans le cadre des recrutements est valorisée. Voilà, donc on peut peut-être passer à la slide suivante. Voilà, donc au niveau du financement, donc, comme je vous le disais en tout début d'intervention, ce dispositif service civique en milieu rural, c'est un dispositif partagé entre la région et l'État. Et c'est la même chose au niveau du financement, puisque la structure d'accueil, l'association ou la collectivité qui fait une demande de financement au titre de ce dispositif se verra attribuer, si le projet est retenu, et bien sûr dans la limite des enveloppes budgétaires respectives de l'État et de la région, un montant versé à 50% par la région Grand Est et à 50% par l'État. Voilà, donc
Vous voyez à l'écran qu'au niveau de la région, on a, un financement en 2 fois et au niveau de l'État, les 50% sont versés en une seule fois. Mais on a vraiment souhaité avoir cette logique projet mise en avant et qui se ressent du coup dans le financement que l'on propose avec cette prise en charge, enfin ce soutien plutôt partagé des subventions. On peut peut-être passer à la suite, sachant que voilà, il nous restera un petit peu de temps pour répondre aux questions. Au niveau des modalités de candidature, donc je vous ai mis à l'écran l'ensemble des pièces constitutives du dossier. Alors c'est vrai que les associations déposent leur dossier de candidature sur mon compte asso, mais pour des raisons de facilité, que ce soit simple pour les collectivités, surtout que c'est la première année qu'elles peuvent candidater à ce dispositif, on leur demande d'envoyer toutes ces pièces qui sont à l'écran, donc un dossier, c'est sur le mode du CERFA, hein, donc demande de subvention classique, un RIB, si possible aussi les fiches descriptives des missions et tout autre document que vous jugerez pertinent, et bien tout simplement à mon adresse mail et celle de Benoît de manière simultanée puisqu'on instruit conjointement l'ensemble des dossiers. Au niveau de la durée de l'appel à projet, ça je ne l'ai pas dit. Alors j'ai dit la date de lancement, donc c'était hier le 21 mars, et l'appel à projet sera ouvert jusqu'au 17 juin 2022, donc ce qui laisse 3 mois pour pouvoir construire une candidature avec aussi l'accompagnement de Benoît et le mien si nécessaire. Au niveau du calendrier, on peut peut-être passer à la slide suivante. Donc, comme je le disais, hein, l'appel à projet a été lancé hier, il se terminera le 17 juin. La sélection se fera à l'été puisqu'un comité technique se réunira donc avec un comité technique État-région hein, pour apposer des avis favorables ou défavorables aux dossiers qui ont été proposés. Ensuite, c'est vrai que côté région, forcément, les subventions passent au vote du conseil régional et pour cette partie-là, c'est plutôt à la rentrée, donc soit en septembre, soit en octobre, c'est-à-dire que les structures auront les notifications d'attribution de subventions à ce moment-là, plutôt à l'automne. Sachant que justement après la notification des attributions de subventions, on a pour habitude de faire une réunion courant octobre interpartenaire de ce dispositif justement pour faire connaissance tout simplement, mais aussi pour échanger les bonnes pratiques au niveau de l'accueil de volontaires. On a aussi pour habitude ensuite de faire un petit bilan à mi-parcours et une dernière réunion plénière, si je peux l'appeler comme ça, avec tous les partenaires plutôt avant l'été. Alors, la dernière information, avant de pouvoir vous laisser poser vos questions, c'est que cet appel à projet concerne les projets d'accueil. Alors, c'était sur la slide précédente, pardon. Les projets d'accueil qui sont mis en place entre le 1er septembre 2022 et encore la précédente et le 31 août encore la précédente, décidément. Et le 31 août 2023. Et donc pour l'appel à projet de l'année qui suivra, ce sera la même chose hein, du 1er septembre 2023 au 31 août 2024. Pour terminer, c'est vrai que tout à l'heure, Madame Baudot parlait du bouche à oreille entre jeunes qui fonctionne bien. C'est vrai que les jeunes qui ont fait un service civique ont tendance à en parler autour d'eux et peut-être éveiller leur entourage jeune à la possibilité de faire un service civique. C'est pour ça que
à la région, on propose, alors nous aussi, on accueille des volontaires en service civique et certaines de leurs missions à eux est d'aller rencontrer vos volontaires pour pouvoir valoriser à la fois leur parcours et leur mission sur la plateforme dédié aux 15-29 ans de la région Grand Est qui s'appelle Jeuneste. Donc via des podcasts, des vidéos, des articles, et l'objectif c'est de donner envie à d'autres jeunes du Grand Est qui n'y avaient pas forcément pensé, peut-être de s'engager non seulement en service civique, mais aussi en service civique en milieu rural, puisque il y a une vraie richesse dans ces territoires en termes de contenu de mission, des thématiques qui sont très actuelles, je pense notamment à l'environnement et qui sont très recherchées par les jeunes. Donc l'objectif, c'est vraiment de mettre ça en avant et que le maximum de jeunes puissent avoir accès à cette information. Voilà, je me tais et je suis ouverte, bien sûr, ainsi que Benoît, nous sommes ouverts à vos questions sur ce dispositif. Et je laisse Benoît compléter s'il le souhaite, bien évidemment. Je vois juste une remarque dans le chat voilà, sur la sensibilisation dans les lycées. Alors, c'est une action qui est menée par différents services, puisque les CIO, tout ce qui est les services d'orientation, sont effectivement mobilisés. On prévoit également, puisqu'on a rejoint l'éducation nationale encore récemment, de booster un peu cette sensibilisation au niveau des lycées pour que effectivement ils se saisissent de ce service civique de manière plus cohérente dans leur parcours et qu'on évite d'avoir cet écueil statistique que j'ai montré tout à l'heure, d'avoir ces jeunes qui débutent au final des formations post-bac et qui les interrompent pour recalibrer les choses. Il peut être peut-être plus cohérent qu'ils se saisissent de ça plus tôt. C'est aussi ce que nous disent les jeunes qu'on peut rencontrer. Donc oui, c'est un axe investi. Et on excuse Madame Alain qui nous dit qu'elle doit partir, qu'une réunion prévue à 11 h. Donc merci pour votre participation en tout cas. Merci beaucoup. Louise, tu souhaitais... Oui, j'avais une petite question. Je ne crois pas l'avoir entendu. Le nombre moyen de dossiers qui pourront être retenus dans le cadre de cet appel à projet et peut-être aussi le montant qui peut être alloué via ce dispositif. Oui, alors sur les années précédentes, on avait, en termes de dossiers déposés, en moyenne, chaque année, une douzaine de partenaires retenus. On avait une vingtaine de candidatures de partenaires différents, avec pour certains des larges projets d'accueil. En ce qui concerne le montant, alors que ce soit l'État ou la région, on a des plafonds. Pour ce qui concerne la région, le plafond c'est 25 000 €. Donc pour schématiser, comme voilà, la subvention est divisée en deux, ça peut amener à des projets à 50 000 €. Mais je crois que le plafond de l'État est un petit peu plus bas. En tous les cas, 22 000. 22 000. Voilà, 22 000. Voilà. Donc ça laisse quand même une large, ça laisse une grande marge de manœuvre aux projets qui seront déposés. La deuxième question, pardon, je l'ai oubliée en cours de route. C'était le montant alloué par collectivité, en fait, enfin, ou par structure accueillante. Comme c'est une logique projet, ça dépendra des besoins et du dossier qui sera déposé. Donc, alors je donne un exemple, hein, mais voilà, un projet d'accueil qui souhaite acheter du matériel pour permettre aux volontaires d'assurer sa mission de médiation culturelle dans plusieurs villages, ça pourra rentrer dedans, avec en plus de ça le détail des solutions mises en place en termes de mobilité, logement. Donc voilà, disons qu'il n'y a pas de montant fixe, ça dépend du besoin en fait du projet qu'on instruit ensuite. Et alors c'est vrai que
Côté région, on a une enveloppe qui s'élève à 150 000 € sur ce dispositif-là. C'est vrai qu'on l'a un petit peu augmenté, étant donné que le nombre de candidats éligibles à potentiel, augmente avec l'intégration des collectivités rurales parmi les potentiels candidats. Donc, c'est pour ça que l'enveloppe a un petit peu augmenté. Et évidemment, alors ça, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'était sur la slide. Voilà, pour respecter aussi nos enveloppes et s'il y a un projet qui est intéressant ou plusieurs, on se laisse aussi la souplesse, disons, côté État et côté région, de pouvoir financer tout seul un projet. Donc l'État à 100% ou la région à 100% si nécessaire. Donc ça laisse quand même une certaine souplesse. Benoît, si tu veux compléter. Non, non. Je vois juste que Madame Kocher a levé la main, qu'on vous écoute pour votre question. Ah, votre micro est coupé. Voilà, c'est mieux comme ça. Oui, j'ai une question très pratique. On avait un agrément pour le service civique qui arrive à échéance fin 2021. Donc, est-ce que vous pensez qu'on aura le temps de demander un nouvel agrément et de faire un appel, de candidater pour cet appel à projet? Ou est-ce qu'au niveau timing, c'est un peu court? Alors du coup, je prends la parole là-dessus. Je pense que vous avez le temps, puisque là, il s'agit de renouveler un agrément qui était déjà existant. Oui. Donc, c'est une procédure qui est logiquement plus simple. Après, je vous invite effectivement à le faire rapidement. Donc, pour ça, il faut accéder à votre compte organisme sur le site du servicecivique.gouv.fr. Et pour renouveler votre agrément, en fait, c'est quasiment un copier-coller à faire de votre précédent vers celui qui va être du coup reconduit sur 2022-2025 du coup. Oui, c'est ça. Et donc évidemment, plus il sera identique au précédent, plus la validation sera rapide par les services, puisque là on est sur une forme de reconduction en fait quand on est sur un renouvellement d'agrément. Plus vous allez insérer des nouvelles perspectives, une nouvelle mission, etc., plus effectivement le temps d'instruction pourra être conséquent. Ok, très bien. Bon, on va s'y coller alors. Merci. Et en tout cas, je profite de votre intervention parce qu'il me semble qu'il y a un projet qui avait eu lieu effectivement sur Petite Pierre. C'était sur l'appel à projet 2019, il me semble, où effectivement une association avait mis en place un partenariat entre la Petite Pierre et Vignes-sur-Modère. Voilà. Avec des volontaires locaux et internationaux et qui étaient sur le lien aux habitants. Il y avait des choses avec le festival de jazz, je crois, un petit peu. Il y avait, donc c'était très intéressant et un logement avait été mis à disposition pour qu'une colocation puisse se faire. Une voiture avait aussi été louée pour le covoiturage des volontaires pendant la durée du projet et c'était un des projets les plus pertinents qu'on ait pu financer cette année-là. C'était très chouette. Voilà. D'accord, ok. C'est bien de le savoir. Comme ça, je peux me rapprocher effectivement de la Petite Pierre ou de Vignes-sur-Modère pour en savoir plus. Merci. Et du coup, j'en profite pour vous mettre dans la conversation le lien de la page dédiée à ce dispositif sur le site de la région Grand Est sur lequel... Ah, pardon. J'ai déjà partagé, Céline, pendant que tu parlais, comme ça on faisait du direct live. Parfait. Et dans ce cas-là, voilà, c'est vrai que ça fait beaucoup d'informations en peu de temps. Donc, vous pourrez retrouver toutes ces informations sur cette page-là. Et comme on le disait tout à l'heure, vous recevrez aussi l'appel à projet dans votre boîte mail. Il y a bien sûr nos contacts à tous les deux, à Benoît et à moi. Donc, n'hésitez pas, si vous avez une question sur tel ou tel aspect ou partie de l'appel à projet, à nous contacter. On aura plaisir à vous répondre. Peut-être une précision que je souhaiterais apporter, qui est quand même important, c'est que quand un organisme, collectivité ou association verse une indemnité de 107,58 € à un ou une volontaire, il a le choix de le faire en nature ou de manière financière. Quand il s'agit de donner cette prestation en nature, donc c'est par des avantages, ça peut être effectivement des prises en charge, mais il faut bien logiquement les déduire. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui a à donner en plus des 107,58 €. Je rejoins l'avis général qui est de dire que c'est assez dommage, puisqu'une indemnité des volontaires n'est déjà pas énorme, on en est bien conscient.
Par contre, c'est au niveau de l'URSSAF. Malheureusement, je n'y travaille pas et je ne fais pas la réglementation, mais au-dessus en fait, de ce montant indemnitaire, on considère les choses comme du salaire. Donc, c'est très important de voir que l'avantage de l'appel à projet, c'est que tout ce qui pourrait être ces avantages en nature, donc offrir un logement, enfin en tout cas une partie du loyer, charges, déplacements, véhicules, etc. Vous pouvez du coup octroyer l'indemnité totale aux volontaires et compter sur nous autant que faire se peut, parce qu'on n'a pas non plus des budgets tantimes, mais pour prendre en charge des avantages voilà, sur le volet logistique de déplacement ou d'hébergement. Madame Godon? Oui. Donc, c'est la communauté de communes de l'Argonne champenoise. Hein. C'est parce qu'on a eu des problèmes de coupure, donc j'ai fait comme j'ai pu pour vous rejoindre. Mais c'est toujours la même structure. Moi, j'avais une question. Donc, ça fait une dizaine d'années qu'on est engagé dans le dispositif. Donc, actuellement, on a un agrément en cours avec des missions donc, qui ont bien été validées, qui sont carrées, qui sont bornées. Est-ce que par rapport à l'appel à projet donc pour service civique en milieu rural, est-ce qu'on peut modifier ces missions ou est-ce qu'on doit vraiment rester dans les clous pour en fait apporter un plus sur ces missions? Bah, si je suis claire dans ma question. Mais, oui, vous êtes clair. Alors, pour essayer de vous répondre de manière la plus claire possible, on finance bien des plus-values. C'est-à-dire que si c'est quelque chose qui est déjà mené, on ne vient pas en fait superposer un financement à quelque chose qui est déjà installé. Donc, on parle bien de financer une action ou des moyens que vous allez déployer en plus de ce que vous prévoyez déjà. Par contre, rien ne vous empêche, et je l'encourage même, mais l'exemple type est ce que disait Céline, cette mission de service civique et initiative qui est en fait comment dire, une initiative, on va dire, intrinsèque au service civique depuis le début, qui est de se dire, bah, la mission, on va peut-être ajouter une mission un peu souple, pour que des volontaires puissent venir vers nous et qu'on co-construise les tâches, les orientations qu'on va mener avec eux selon ce qu'ils auraient envie d'injecter dans cette mission, ce qu'ils seraient en capacité de tenter, etc. Et c'est vrai que là, ça nous permet d'être d'ailleurs beaucoup plus dans les clous réglementaires du service civique, parce que ce qu'on nous reproche souvent, c'est que le service civique, tel qu'il est aujourd'hui mis en ligne, en tout cas, ressemble beaucoup à de l'emploi. On a des fiches missions qui peuvent des fois freiner des jeunes parce qu'ils ne se sentent pas équipés pour y répondre. Ce qui pose un problème puisqu'on n'est encore pas sur de l'emploi ou du stage. Et donc, voilà, ce type de mission initiative peut être intéressante à exploiter pour ajouter à votre agrément une mission plus souple. Et là-dessus, les collègues qui sont aujourd'hui en ligne sont vos interlocuteurs dans vos départements pour vous rapprocher d'eux ou d'elles et modifier vos agréments pour ajouter une mission. C'est généralement un acte qui n'est pas trop chronophage à imaginer. Ok, je vous remercie pour la réponse. Je vois qu'il y a apparemment un problème sur le lien qui a été donné, qui apparemment ne fonctionne pas. Chez moi, les deux fonctionnent. Je ne sais pas si d'autres participants peuvent vérifier. Aussi de mon côté. De toute façon, on enverra un mail cette semaine, au courant de la semaine prochaine, pour vous donner les différentes informations, les liens, justement, le replay du webinaire. Donc, on vous mettra tout ça dans le mail. Et comme le disait Céline, vous devriez prochainement le recevoir également. Voilà, j'essaie de voir si je pouvais directement mettre le PDF dans la discussion, mais apparemment non. Non. Je ne crois pas que sur Teams, tu puisses partager des fichiers dans une conversation à plusieurs. Ok. Bon, c'est vrai qu'avec tous ces outils, je ne sais plus quelles fonctionnalités ouvertes ou non. Mais en tout cas, nous, depuis ce matin, on fait partir à tous les organismes agréés du Grand Est l'appel à projet, donc tout part par mail. Les collègues aussi en département ont été informés, donc logiquement, ils vont également communiquer et dispatcher cette information et tous les mails ont l'appel à projet en annexe. Est-ce qu'il y aurait d'autres remarques, compléments? N'hésitez pas.
crois qu'on a fait le tour. On reste de toute façon à disposition pour, voilà, pour échanger. Si vous avez des questions, vous avez de toute façon aussi les coordonnées de chacun d'entre nous dans le mail qu'on vous enverra par la suite. Voilà. Écoutez, je crois qu'on ne peut pas faire plus ponctuel. 11h vient de sonner. Merci à tous. Merci aux intervenants. Merci aux participants d'avoir été présents aujourd'hui. Et on espère que ce webinaire vous a été utile, que vous allez accueillir plein de jeunes et que grâce à ça, ils vont découvrir la vie en collectivité en milieu rural. Bon, merci en tout cas à tous les participants et aux partenaires encore une fois, et à votre disposition pour tout complément si besoin. Voilà, une très belle journée à vous. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée.